Je vous ai donc expliqué la dernière fois que pour tous les gaz, en pratique, pas seulement les gaz parfaits, on pouvait se ramener à 3 variables. Et pour un système fermé, en fait, on a 4 variables au départ. Si on a une équation d'état, on n'a plus que 3 variables indépendantes. Et si en plus on a un système fermé, c'est ce qu'on va considérer, on n'a plus que 2 variables indépendantes. Donc parmi ces 2 variables, je choisis pour commencer la température et le volume. On aurait pu choisir température, pression par exemple. C'est ce que je vais faire après, ça aussi c'est intéressant. Bon, maintenant il y a aussi éventuellement on pourrait penser à volume et pression. Vous verrez en pratique que ça s'utilise moins. Mais le genre de raisonnement que je vais faire, on pourrait le faire aussi et introduire les coefficients correspondants. Alors, je commence avec ce couple de variables température et volume. Toutes les fonctions d'état ne dépendent que de l'état du gaz à un instant donné. Or, si la température et le volume sont fixés, l'état est fixé. Donc, toutes les fonctions d'état ne peuvent dépendre que de ce couple de variables T et V. Donc, je peux tout exprimer, les fonctions d'état et leurs variations, éventuellement leurs variations infinitésimales, je dois pouvoir les exprimer en fonction de T, de V et de leurs variations. Voilà l'idée qui est derrière tous les calculs qui arrivent. Alors, je commence par l'énergie interne. Ce qui m'intéresse, donc, c'est d'avoir des expressions pour l'énergie interne, pour l'enthalpie et pour la chaleur. Parce que je vous rappelle, le premier principe, en pratique, souvent, il sert à exprimer les quantités de chaleur qui sont difficiles à évaluer par d'autres moyens. Donc, je commence par l'énergie interne. Alors, l'énergie interne, c'est une fonction d'état. Donc, si je considère la variation de cette fonction d'état, ici, c'est une variation infinitésimale, que je réalise pour faire cette variation d'énergie interne, que je considère une transformation qui soit réversible ou non réversible, ça ne change rien, puisqu'il s'agit d'une fonction d'état. Une différence, la différence du entre l'état final et l'état initial, elle est la même, quel que soit le chemin que j'ai choisi. Donc, retenez, ça c'est vrai pour toutes les variations de fonction d'état. Je peux toujours écrire que c'est la même chose pour un chemin réversible. Et c'est ça que je vais utiliser. Je commence par ça. Donc retenez cette idée-là. La variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin choisi. Donc je peux choisir, imaginer un chemin réversible qui corresponde au même état final et au même état initial. Bon, donc DU, premier principe, je dis que je rappelle, c'est la chaleur, écrit de manière infinitésimale, plus le travail reçu. Bon, je viens de dire DU pour un chemin réversible. Alors, je vais écrire ici pour une transformation réversible, pour une transformation réversible. Donc, inversement, si je m'intéresse à la chaleur reçue de manière réversible par le système, c'est donc égal à DU moins le travail reçu de manière réversible. Le travail reçu de manière réversible. On a vu que l'expression du travail, l'expression différentielle du travail, c'est moins P extérieur fois dV. Or, si la transformation est réversible, P extérieur, c'est aussi égal à la pression du système. Ça, c'est P égale P pour une transformation réversible. Donc, je remplace ici égale DU plus PDV. Alors maintenant, DU, quelle est l'expression? Et là, la ligne que je vais écrire, c'est uniquement des mathématiques. Et pour ça, donc, il faut se reporter au polycopier où j'ai détaillé en long et en large cette expression. Si je veux exprimer U en fonction de température et volume, j'exprime les variations de cette fonction d'état en fonction des variations de température et de volume. Donc, il va y avoir un terme lié aux variations de température et un terme lié aux variations de volume. Si la température varie de dt à volume constant, je fais juste varier la température, alors la fonction U va varier d'une petite quantité du qui est donnée par la dérivée de U par rapport à la température. Donc ça ressemble à ce qu'on pourrait écrire à une seule variable. Variation de la fonction f égale dérivée de la fonction f
par rapport à x en mathématiques, toujours la variable x, multiplié par l'accroissement de la variable. Et en mathématiques, l'accroissement, vous le notez en terminale, je crois, toujours h. Et bien l'accroissement ici, c'est dt, et la dérivée de la variable, c'est pas f' de x, puisqu'on a une variable qui est une fonction qui est u et non pas f, et on a une variable qui est t, la température, et non pas x. Mais sinon, c'est analogue. Alors, comme ici, u est une fonction, u est considérée comme dans ce paragraphe comme une fonction de la température et du volume. Il y a donc deux variables. Il faut donc que je précise à chaque fois que je fais une dérivée comme ça, par rapport à quelle variable je dérive, bien sûr. Ici, j'ai mis par rapport à t, premièrement. Et il faut que je précise que l'autre variable est maintenue constante. Il faut que je précise que j'ai exprimé d'abord u en fonction de t et de v. Donc, la variable que je maintiens constante, je l'écris ici. Ça veut dire à volume constant. Bon, de la même façon exactement, si le volume varie d'une petite quantité dV, eh bien, l'énergie interne va varier de d rond u sur d rond v à t constant dV. Voilà, une expression purement mathématique. Alors, je vais injecter cette expression ici. J'obtiens la quantité de chaleur élémentaire reçue de manière réversible est égale à, je remplace ici, donc d rond u sur d rond t à volume constant dt, plus, là je vois que j'ai un terme en dv, et puis j'ai aussi pdv à côté. Donc plus p plus d rond u sur d rond v à température constante, et c'est le tout qui est multiplié par dV. Alors, ce premier terme-là, d rond u sur d rond t à volume constant, bien regardez, ça doit vous faire penser à quelque chose. Oubliez un instant tout le terme de droite. Il reste juste une relation entre la quantité de chaleur et l'élévation de température. Donc ça ressemble à ce qu'on a appelé une capacité calorifique. Alors, pour être précis, ce serait vrai, ce serait exactement ce terme-là s'il n'y avait pas de variation de volume. Donc, c'est ce qu'on va appeler la capacité calorifique du système à volume constant. Donc, égale, par définition, C indice V. Le V rappelant qu'on a pris un volume constant, on a considéré une transformation à volume constant. Dans ce cas-là, on a bien delta Q réversible égale cette constante fois dt. C'est exactement ce qu'on a appelé la capacité calorifique. J'ai déjà introduit. Donc ça, c'est le nom, c'est capacité calorifique à volume constant. Voilà, c'est un coefficient qui peut a priori dépendre du volume et de la température. Comme dans le paragraphe précédent où j'avais introduit une première version de la capacité calorifique, cette capacité elle est proportionnelle à la quantité de matière ou à la masse. Donc, on peut aussi définir, je le fais tout de suite, je le mets en remarque. Si on veut avoir une capacité calorifique molaire, on va la noter comme ça. CV, ça va être n fois la quantité de matière fois le CV. Alors, en général, on met un petit CV. Ça, c'est bon, une notation classique des chimistes aussi. Quantité de matière multipliée par un petit CV. Alors voilà, il faut faire attention. En général, moi, je vais effectivement quasiment toujours utiliser cette formulation-là au lieu du grand CV. Donc, ça sera la capacité calorifique molaire. Éventuellement, on peut trouver, je vais le mettre entre parenthèses, molaire à côté, s'il y a une ambiguïté, mais souvent, je ne l'écrirai même pas, parce que sinon, c'est trop long à écrire à chaque fois. Donc, ça, c'est la capacité calorifique molaire. Capacité, alors, calorifique, bon, à volume constant, et en plus, molaire. Et puis, il y a une version massique. Si je multiplie M par CV, et en général, on rajoute un M derrière, ça, ce sera la capacité calorifique à volume constant massique, c'est-à-dire par unité de masse. Capacité massique. Dans les vieux livres de thermo, tout ça, ça s'appelle aussi les chaleurs. Capacité massique. Capacité massique à volume constant, encore une fois.
on parle de chaleur massique. C'est exactement la même chose. Le deuxième terme qui intervient ici dans l'expression de la chaleur reçue de manière réversible. Dans la plupart des livres de thermo, ce terme il est noté petit l. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres expressions que ça. Vous verrez qu'à partir de l'équation d'état, on peut calculer théoriquement la valeur de L. Par contre, la valeur de CV, on ne peut pas la calculer théoriquement sans rentrer dans le détail microscopique de la constitution de l'objet. Donc pour ça, il faut voir cours de deuxième année en faisant un peu de physique statistique. On peut, si on comprend vraiment la façon dont fonctionne l'objet au niveau microscopique, on peut remonter à ça. Mais on ne le fait pas en première année. En première année, on prendra ça comme une donnée. Ce coefficient, il peut varier légèrement avec le volume, avec la température. Souvent, on va le considérer comme une constante dans la gamme de température et de volume qu'on considère. Le coefficient CV, on le considérera souvent comme une constante. Donc ça, c'est l'énoncé qui le dira. Par exemple, si l'énoncé vous dit on prendra pour ce gaz CV égale 20 dans les unités SI, ça veut dire qu'il sera sous-entendu constant. Alors, si je reviens maintenant, ça c'est une première chose. Donc, pour l'écrire de manière un peu, pour revenir aux notations abrégées ici, le delta Q réversible, avec ces notations-là, vous voyez que c'est N CV dt, le CV étant la capacité calorifique à volume constant molaire, plus ce coefficient L dV. Voilà. C'est ce qui définit en fait ce coefficient, donc je vais le mettre d'ailleurs avec un delta. On le pose comme ça pour avoir cette formulation relativement simple, LdV, par définition du coefficient L. Donc on apprendra après à le calculer. Si je reviens à l'énergie interne dont j'étais parti en fait, je vous rappelle que DU, donc c'est delta Q réversible plus le travail qui est moins PDV. Delta Q réversible moins PDV pour une transformation réversible. C'est une expression générale en fait, puisque j'ai insisté là-dessus au début, c'est une variation d'une fonction d'état. Donc c'est vrai, ça, même pour une transformation qui n'est pas réversible. Ça nous fait du est égal à ça, donc n CV dt, plus L moins P dV. Donc j'insiste, ça, ce n'est vrai que pour une transformation réversible. Donc il faut souvent bien faire attention en thermodynamique. Vous avez des égalités, vous avez des résultats qui peuvent sembler généraux, mais qui sont à connaître, mais qui ne sont valables que dans certaines conditions. Il faut se rappeler dans quelles conditions ils ont été obtenus. Donc ça, c'est pour une transformation réversible seulement. Alors que celle qui est en dessous, comme elle ne fait intervenir que des variations de fonctions d'état, U, T, V sont toutes trois des fonctions d'état, ça ne peut pas dépendre de la façon dont on a fait la transformation. Alors c'est une transformation infinitésimale, ça ne change rien. Qu'elle ait eu lieu de manière réversible ou pas, comme il ne s'agit que de variations entre état final et état initial, ça ne peut pas dépendre de la façon dont on est passé de l'un à l'autre. Donc cette égalité-là, par contre, elle est tout le temps valable. Donc valable même si ce n'est pas une transformation réversible. Donc valable même, en abrégé, pour une transformation irréversible. Voilà. Alors, je souligne les grands classiques. Donc ça, ce sont des équations dont on se sert assez souvent. Alors, cas particulier, maintenant, que je n'ai pas encore utilisé, cas particulier du gaz parfait. Parce que je vous rappelle que quand on commence, on est ingénieur, on a un système thermodynamique compliqué à modéliser, la première chose qu'on fait, c'est de regarder ce qui se passerait si le fluide utilisé était un gaz parfait. Ça donne une idée, ça donne des ordres de grandeur. Donc pour un gaz parfait, je vous rappelle que ça fait partie de la définition même du gaz parfait. L'énergie interne ne dépend que de la température
Température seulement. C'est une fonction uniquement de la température et pas d'autre chose. Autrement dit, les variations de cette fonction ne peuvent dépendre que de la température aussi. Autrement dit, dans l'expression qui est ici, il y a un terme qui ne doit pas intervenir, c'est ça. Il faut qu'il soit tout le temps nul pour un gaz parfait. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le volume, je peux bien le faire varier. Pour que ce terme soit tout le temps nul, il faut bien que L soit tout le temps égal à P. Donc pour un gaz parfait, L moins P égale à 0, c'est-à-dire L égale P. Ce qui veut dire que la variation d'énergie interne pour le gaz parfait, ça se réduit toujours au premier terme, soit dU est égal à N petit cV dt pour un gaz parfait. Voilà, même si le volume varie. Donc on retrouverait cette équation dU égale NCV dt pour n'importe quel gaz à partir du moment où le volume est constant. Mais pour le gaz parfait, c'est encore mieux que ça, même si le volume varie, son énergie interne, sa variation d'énergie interne est donnée par cette équation-là. Et dans une large gamme de températures, dans les exercices qu'on va faire, en général, le CV, on va admettre qu'il ne dépend quasiment pas de la température. C'est à peu près exactement vérifié pour les gaz parfaits monoatomiques. Hélium, néon, argon, choses comme ça. C'est un petit peu moins bien vérifié pour des gaz diatomiques. Dans ce cas, cette capacité calorifique, elle augmente légèrement avec la température. Donc dans un deuxième temps, pour faire des calculs un petit peu moins approximatifs, on peut aussi tenir compte de cette élévation du coefficient CV en fonction de la température. C'est l'énoncé, encore une fois, qui le dira. Voilà pour le couple de variables T et V. Sur le gaz parfait, on peut quand même continuer. Si on a un gaz parfait monoatomique, j'ai dit déjà quelque chose de plus précis la dernière fois. Gaz parfait monoatomique. J'ai démontré, je vous ai expliqué pourquoi l'énergie de ce gaz parfait était égale à 3,5 de PV ou encore 3,5 de nRT. Autrement dit, si je compare avec cette expression-là, je calcule la différentielle dU. Ici, la seule variable, c'est la température. Donc, c'est égal à 3,5 de nR fois dt. Je compare ce coefficient à ce qui est ici. Je m'aperçois que pour un gaz parfait monoatomique, j'ai donc la capacité calorifique molaire à volume constant qui est égale à 3,5 de R, avec R qui vaut à peu près 8,3 dans les unités SI. On voit quelles sont ces unités ici. On a des joules et on a des kelvins, joules par kelvin. Voilà, pour un gaz parfait diatomique, je ne le démontre pas ici, voire cours de deuxième année, gaz diatomique, gaz parfait diatomique, donc par exemple les molécules de diazote, de dioxygène, on aurait 5,5 de R, un peu plus. Alors, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que la capacité calorifique d'un gaz diatomique est-elle supérieure à celle d'un gaz monoatomique? Alors, sans rentrer dans les calculs, la capacité, c'est la capacité à absorber de la chaleur sans trop augmenter la température. Bon. Eh bien, les gaz parfaits diatomiques, ils peuvent absorber de la chaleur non seulement en agitant plus leurs molécules, ça c'est tout ce que peut faire un gaz parfait monoatomique, mais en plus, leurs molécules, elles peuvent tourner sur elles-mêmes. Elles peuvent encore, et ça c'est l'étape d'après, à haute température, elles peuvent aussi osciller. On peut considérer que les deux atomes ils sont liés par quelque chose qui ressemble à un ressort. En fait, bon, c'est une liaison électronique, ça relève de la mécanique quantique. Donc, au fur et à mesure, en fonction de la température,
ce coefficient CV, il va augmenter. Il ne va pas rester tout le temps à 5,5 de R, en fait, il va augmenter en fonction de la température, puisqu'il y a, pour une molécule diatomique, il y a plusieurs façons d'absorber de l'énergie. Il y a plusieurs façons de faire bouger la molécule sur elle-même, par oscillation, par rotation sur elle-même. Il n'y a pas que la translation, l'énergie cinétique de translation. Donc la température va monter moins vite que pour un gaz parfait monoatomique. Voilà l'origine physique de cette différence-là. Mais en première année, on ne vous fait pas l'explicitation du calcul ici. Voilà. Ça, c'est pour le couple de variables TV. Alors, expérimentalement, le problème de ce couple de variables, c'est que pour faire des mesures simples, il faudrait savoir maintenir le volume constant. Ben, ce n'est pas toujours facile de maintenir un volume constant. Et par exemple, pour faire des réactions chimiques, toutes les réactions chimiques que vous avez faites au lycée, vous les avez faites en réalité à pression constante. Donc, je reviens un instant sur l'enthalpie, qui est une fonction bien pratique, qui n'a pas de sens physique microscopique immédiat, mais qui permet d'accélérer les calculs dès que vous avez un problème où la pression est maintenue constante. Donc c'est le paragraphe d'après, variables T et P. Je passe donc au couple de variables T et P, donc ça serait le petit 3. Donc pour ça, la fonction d'état qui est bien adaptée à l'utilisation des variables T et P, c'est l'enthalpie, dont j'ai déjà parlé. Donc je vous rappelle que par définition, la fonction d'état enthalpie est définie à partir de la fonction d'état énergie interne, à laquelle je rajoute un produit de fonction d'état. Donc c'est bien une fonction d'état. Donc quand je considère des petites variations de cette fonction enthalpie, dH, petite variation, c'est égal à la petite variation de ce qui est à droite, donc d de U, plus d de PV. PV, c'est un produit. Je calcule une petite variation d'un produit. Donc ça veut dire, en utilisant les dérivés, je vous rappelle par exemple la dérivée d'un produit, vous avez dû apprendre au bac, la dérivée du produit UV, c'est U'V plus UV'. Si on passe au différentiel, aux petites variations associées, ceci, ça donne DU plus PDV plus VDP. On va voir dans le polycopier pour le détail, pour passer de la formule que vous connaissez en terminale à cette formule-là. Alors, je remplace maintenant par ce que je connais, DU. J'ai dit que je pouvais écrire cette variation pour une transformation réversible ou non entre les mêmes états. Donc je l'écris pour une transformation réversible. DU, c'est delta Q réversible moins PDV. Là aussi, j'ai utilisé le fait qu'il s'agit d'une transformation réversible parce que j'ai écrit le delta W, le travail élémentaire reçu par le fluide, pour une transformation réversible parce que c'est que dans ce cas-là que la pression extérieure est égale à la pression du système. Ça, c'est juste le terme DU. Je rajoute ce qui est à droite, plus PDV, plus VDP. Bon, je vois tout de suite que ce qui s'annule, c'est le moins PDV, plus PDV, et donc j'obtiens DH égale delta Q réversible, plus VDP. Si ce qui m'intéresse, c'est la chaleur reçue de manière réversible, et c'est le cas des chimistes, puisque les chimistes étudient qu'est-ce qui intéresse un chimiste dans le fond, c'est, pas seulement, mais enfin, c'est les énergies de liaison des atomes dans les molécules. Donc pour mesurer ces énergies de liaison, on réalise des réactions chimiques et on regarde qu'est-ce qu'on a dû casser, combien d'énergie ça a coûté, qu'est-ce qui s'est reformé, combien d'énergie ça a fourni à l'extérieur. Donc en fait, à chaque fois, on va faire une mesure de quantité de chaleur pour remonter à ça. Donc ici, delta Q réversible, c'est DH moins VDP. Alors de la même manière que j'avais écrit une expression mathématique de DU en fonction de DT et DV, ici H c'est une fonction qui est bien adaptée au couple TP. Vous allez voir pourquoi. Je vais écrire le même genre de formule, mais en employant le couple de variables DT et DP. Donc, si je considère qu'il y a une petite variation de température à pression constante, alors la fonction H, enthalpie, va varier de dérivée de H par rapport à la température, mais en maintenant la pression constante, fois l'accroissement de température. Si c'est la pression qui augmente à température constante, alors H va varier de d rond H sur d rond P
à température constante fois cet accroissement dP. Encore une fois, tout ça, c'est juste une généralisation de la formule de mathématiques que vous connaissez en terminale, f de x plus h moins f de x, à peu près égal à h, l'accroissement, fois f' de x, au moins si on reste sur la tangente à la courbe. C'est l'équation des tangentes aux courbes. En principe, ça c'est encore au programme. Bon, ben, j'ai généralisé ça ici, voire pour plus de détails, c'est expliqué en de nombreuses pages avec des exemples numériques dans le polycopier, sur le différentiel. Alors, je reprends cette expression mathématique. Je l'injecte ici. Delta Q réversible, c'est donc égal à tout ça, dH, moins VdP. Le moins VdP, vous voyez, je vais l'intégrer ici. Je vais mettre dP en facteur. Donc ça nous fait d rond H sur d rond T à pression constante, dT, plus d rond H sur d rond P à température constante, moins VdP. C'est bon? Alors, oui. Dérivée de H par rapport à la température en maintenant la pression constante. Je considère que cette fonction H, qui est en réalité ici une fonction de la température et de la pression, je considère provisoirement que j'ai bloqué la pression à une certaine valeur et je calcule la dérivée de cette fonction H juste par rapport à la variable qui reste, la température. Voilà. Vous n'avez pas lu le polycopier, je suppose, parce que c'est expliqué. Donc ça fait un certain temps, ça fait 2 semaines au moins que j'ai donné ce polycopier. Je vous dis, il faut vraiment le lire sérieusement au fur et à mesure. Sinon, c'est un peu raide, tout ça. Ça reste un peu raide au début, première fois qu'on le voit, normal d'avoir un petit temps de réaction. Alors ici, de la même façon que j'avais posé ceci égale capacité calorifique à volume constant, regardez ici, si je dis que la pression est maintenue constante, tout le terme de droite est égal à 0, il me reste bien une relation de proportionnalité entre la chaleur reçue de manière réversible et la température. Donc ce qui est ici, je vais l'appeler, encore une fois, capacité calorifique, mais cette fois à pression constante, Cp. Capacité calorifique à pression constante. Bon, de la même façon, alors c'est le grand Cp jusque-là, puisque c'est toute la capacité calorifique d'une masse donnée, d'une quantité de matière donnée. De la même façon que pour Cv, on pose en général. Pour les chimistes, on va poser égal petit n. Alors, et pour moi aussi, parce que je vais essayer de reprendre les mêmes notations que M. Moïse après en thermochimie. Égal NCP, le petit Cp dans ce cas-là, j'essaie d'exagérer les lettres, il y a un grand Cp pour toute la capacité, petit Cp pour la capacité molaire, pour une mole, et c'est aussi égal à petit m fois Cp massique, capacité calorifique à pression constante pour une masse donnée, c'est-à-dire pour 1 kg, l'unité de masse. Capacité calorifique à pression constante d'un kilogramme du système. Voilà, ça c'est utilisé plus par les ingénieurs, on reverra ça, notamment quand on fera des calculs, quand on utilisera le premier principe en système ouvert. Ça c'est chimiste et puis physique générale. De la même façon que j'avais introduit un petit coefficient L tout à l'heure, ici ce coefficient-là qui est devant dP dans l'expression de la chaleur reçue de manière réversible, dans la plupart des livres de thermodynamique, il est noté petit h. Par définition, je vais éviter cette expression parce que dans votre programme, vous avez aussi les transformations, l'expression du premier principe en système ouvert et vous avez des calculs d'enthalpie qui vont être très importants au fur et à mesure quand on va se rapprocher de ce que font les ingénieurs. Et notamment, vous avez une lettre qui s'écrit aussi petit h, il y a une variable qui est l'enthalpie massique. Donc, comme ça s'écrit de la même façon, je vais éviter cette expression et je vais employer la lettre K. Alors, K, pas K tout court, parce que si c'est un K minuscule, je vais essayer de me tenir, d'essayer d'avoir une cohérence de les notations. Si j'écris des lettres en minuscules, ça va correspondre à chaque fois à une grandeur intensive.
molaire, massique, etc. Ici, le coefficient qui est devant, réfléchissez un instant, ça fait une révision de ce que j'ai dit la dernière fois. Est-ce que tout le coefficient qui est dans la parenthèse, est-ce que c'est une grandeur extensive ou intensive? Voilà, c'est une grandeur qui est forcément extensive. Pourquoi? Parce que le produit de cette grandeur-là fois une grandeur intensive, qui est dp, ça doit donner quelque chose d'extensif. Donc ça, ce qui est dans le crochet, c'est forcément extensif. Donc, je vais le noter nk par définition. Dans ce cas, c'est le cas de le dire, le petit k, il sera bien intensif. C'est le coefficient k lui-même qui sera intensif. En résumé, si je veux exprimer ce delta q réversible, par définition des coefficients que je viens d'introduire, j'ai donc delta q, quantité de chaleur élémentaire reçue de manière réversible, est égal à n cp dt, ça c'est le petit cp correspondant à la capacité molaire à pression constante, plus nk dp, par définition du coefficient k. Encore une fois, on apprendra un petit peu plus tard, en fait à l'aide du deuxième principe, à calculer le coefficient k. Le coefficient cp, eh bien, c'est assez difficile à calculer a priori sans modèle microscopique, donc ça sort du programme de première année. Par contre, on le tire souvent des expériences. Oui. Le n devant le CP, le n devant le K, c'est le même ou pas? C'est le même, c'est la quantité de matière contenue dans le système. Nombre de moles. Si je reviens à l'enthalpie, j'avais écrit dH égale delta Q réversible plus VdP. Alors, j'injecte ça. Le delta Q réversible, bon, c'est un grand classique, je souligne aussi. C'est une formule qu'on utilise souvent. Le dH, j'ai juste à rajouter VdP dedans. Donc, je l'intègre au deuxième terme. NCP dt plus NK plus V dP. Ça, c'est une expression générale. Dans le cas d'un gaz parfait, pour prendre un premier exemple, cas du gaz parfait, eh bien, je sais que l'énergie interne ne peut dépendre que de la température. Si j'écris U de T et non pas de T et de P, ça veut dire que ça ne dépend que de la température. Or, H, par définition, c'est U plus PV. C'est-à-dire c'est U, gaz parfait, plus nRT. Ici, j'ai utilisé le fait qu'on a un gaz parfait. Donc, c'est une fonction de la température plus une autre fonction de la température. Autrement dit, H, je crois que je l'avais déjà dit, ne peut dépendre que de T pour un gaz parfait. Si H ne dépend que de T, ça veut dire que même si je fais varier la pression, ce terme-là, il ne doit jouer aucun rôle pour les variations de H. Quelle que soit la pression, ça ne va pas changer la valeur de H. Donc, tout ce terme-là doit s'annuler. Donc, j'en déduis que si ça doit être vrai pour n'importe quelle variation de pression, tout ce qui est devant, le terme en dP, doit s'annuler. Donc, pour un gaz parfait, et seulement pour un gaz parfait, a priori, donc pour un gaz parfait, j'en déduis que le coefficient de dP, qui est nk plus V, il doit être égal à 0. Donc, j'ai une expression relativement simple pour le gaz parfait de ce coefficient K. K, c'est donc moins V sur N. Justement, vous avez marqué H de T en parenthèse, c'est quoi cette notation? Ça veut dire que, encore une fois, quand j'écris ça, ça veut dire que H, qui pourrait être a priori fonction des deux variables que j'ai choisies, T et P, en fait, ne dépend pas de la pression, ne dépend que de la température. Pourquoi je ne parle plus du volume? Eh bien, c'est parce que j'ai dit depuis le début que si je connais à la fois la température et la pression, alors le volume est fixé. Je ne peux pas faire varier indépendamment température et pression et volume. C'est pour ça qu'à partir du moment où j'ai dit je choisis les variables T et P, je n'utilise que les différentiels dt, dp. Je ne vais pas rajouter un terme en dV. Parce que dès qu'on a fait varier la température et la pression, il y a déjà une variation de volume qui est incluse dans ces termes-là. La chaleur reçue de manière réversible, elle est déjà exprimée en fonction de dt et dp.
je ne peux pas faire varier à la fois la température et la pression sans avoir fait varier le volume. Donc, il ne faut pas écrire deux fois la même chose. Hein. Donc, soit vous choisissez TP, soit vous choisissez TV, soit, mais c'est beaucoup plus rare, PV. On ne mélange pas tous les termes en même temps. Ça, c'est le cas du gaz parfait. Il y a un autre cas qui est très courant, c'est le cas des solides ou des liquides. Ce qu'on appelle les phases condensées, des liquides, parce que c'est resserré, condensé. Bon, dans ce cas-là, on admet en première approximation que le volume est à peu près constant. Donc l'énergie interne, l'enthalpie ne peuvent pas dépendre du volume puisqu'il est constant. Ça ne voudrait rien dire hein, qu'il dépend du volume. On n'a pas le choix, le volume, il est tel qu'il est. D'autre part, les forces de pression ne peuvent avoir aucun rôle. L'énergie, donc ici, dU, ne peut pas faire intervenir le volume. dU et dH ne font pas intervenir un dV, puisqu'il n'y a pas de dV. Il n'y a pas besoin de faire intervenir un dV. Intervenir un terme en dV. D'autre part, si je veux calculer, par exemple, dU, variation d'énergie interne, l'énergie interne ne peut pas varier à cause de la pression. Pourquoi? Parce que les forces de pression, si l'énergie interne varie, ça veut dire qu'on a apporté de l'énergie au système. Mais comment, avec la pression, avec la seule pression, je peux apporter de l'énergie? Eh bien, en faisant un travail des forces de pression qui vaut moins PdV. Or, moins PdV vaut 0 puisque le volume ne bouge pas ici. Donc, les forces de pression n'apportent aucun travail au système quand c'est un solide ou un liquide. À partir du moment où j'ai dit que son volume est constant, les forces de pression ne peuvent pas apporter de travail, donc l'énergie interne ne peut pas varier quand la pression varie. dU indépendant, je le rajoute, dU est indépendant de dP, car le travail qu'on apporte, delta W égale moins P extérieur dV, est nul. Puisqu'on a dit que le volume ne changeait pas pour les solides ou les liquides. Bon, c'est qu'une première approximation, on verra les ordres de grandeur après. Bref, l'énergie interne, dU, et donc U aussi, ne dépend que de la température. Que de T. Ce dU qui ne dépend que de T, je peux l'écrire, dU égale, par exemple, N CV dt. Voilà, le dH correspondant, ici, donc j'ai dit H, U et H ne font pas intervenir V ou P, donc dH, dU et U, dH, H ne dépend non plus que de T. Également que de T. Et pour finir, si on compare les valeurs de U et de H pour les solides ou les liquides, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle les phases condensées, remarque, donc puisqu'on a par définition H égale U plus PV, je vous rappelle juste une petite question d'ordre de grandeur. Pour un gaz parfait, c'est-à-dire pas pour un liquide ou un solide, pour un gaz parfait, U c'est de l'ordre de PV. Par exemple, pour un gaz parfait monoatomique, on a montré que c'était 3,5 de PV. Ça reste vrai pour tous les gaz. C'est de l'ordre de PV, ça. Bon, donc pour un gaz parfait, pour un gaz de manière générale, ce terme-là et ce terme-là, ils sont du même ordre de grandeur. Pour un liquide ou un solide, le volume massique ou le volume molaire est environ 1000 fois plus petit que pour un gaz. Donc ce terme-là, pour un solide ou un liquide, il est très petit devant U. Donc pour une phase condensée, c'est-à-dire pour un liquide ou un solide, PV est très petit devant U. Autrement dit, on a l'enthalpie qui est quasiment égale
à U. Et puisque H ne dépend que de T, ça veut dire que la capacité calorifique, qu'elle soit à volume constant ou à pression constante, regardez, dH égale NCP dt, ou du égale NCV dt, vous comparez les deux, sachant que, pour les raisons que j'ai indiquées, les valeurs de H et de U sont quasiment les mêmes en ordre de grandeur. On a donc CV qui est quasiment égal à CP. Ça, c'est pour liquide et solide. Et donc, en général, on les note tout bêtement C, sans préciser si c'est à pression ou à volume constant, parce que ça ne change quasiment rien. Je vous donne un ordre de grandeur pour l'eau, pour vous donner une idée des valeurs expérimentales qu'on obtient. Exemple, pour l'eau liquide. Donc à température ambiante, à peu près. On a CV qui vaut à peu près 4,13 joules par degré, par Kelvin. Et le CP, capacité calorifique de l'eau à pression constante, ça correspond à la définition de la calorie. Ça, c'est aussi, il faut préciser pour quelle quantité, c'est par gramme. Et par définition de la calorie, là, on retrouve le même terme que je vous avais déjà donné. Ça correspond à 1 calorie. Parce que c'est la chaleur qu'il faut apporter à 1 gramme d'eau liquide à pression constante pour faire monter sa température d'1 degré. C'est exactement ça. C'est exactement le CP correspondant. Bon, vous voyez que pour l'eau, entre CP et CV, il y a l'ordre de grandeur, c'est moins de 1% ou c'est de l'ordre du pourcent de différence. Donc, dans les exercices en pratique, on considérera toujours que pour les liquides et les solides, vous pouvez le retenir, la capacité calorifique, que ce soit à pression ou à volume constant, ça ne change rien. Ce qui a justifié d'ailleurs le fait que je vous introduise dans un premier temps les capacités calorifiques pour de l'eau qu'on chauffait sans préciser si c'était à pression ou à volume constant. Et puis c'est un petit peu plus simple que ce qu'on vient de faire maintenant, bien sûr. Alors, si je veux comparer de manière générale le DU et le DH, là j'ai parlé des liquides ou des solides. Oui? C'est pas en grammes là? C'est par gramme, oui, c'est par gramme, c'est ça. C'est pour 1 gramme. C'est aussi? Oui, pour 1 gramme aussi. Je compare les deux pour 1 gramme. C'est les quantités de chaleur qu'il faut que j'apporte à 1 cm3 d'eau, c'est-à-dire à 1 gramme d'eau, pour faire monter sa température de 1 degré. Dans ce cas-là, si on dit CV, par un volume, ça ne fera pas que je donne. C'est pas gramme, donc pour obtenir quelque chose qui a un sens, il faut multiplier par une certaine masse. Si vous avez 30 grammes d'eau, il faudra apporter 30 fois plus. Si vous avez 10 grammes d'eau, pour faire simple, pour faire monter de 1 degré la température de 10 grammes d'eau, de 10 cm3 d'eau, il faut apporter 41,8 joules. C'est ça que ça veut dire. Alors, je compare de manière générale les variations DH et DU. Je vais faire pour le gaz parfait, d'abord. Je fais un petit peu l'analogue de ce que je viens de faire, mais pour le gaz parfait. Pour des gaz parfaits, alors, j'ai obtenu 2 relations pour les gaz parfaits, qui seront à savoir retrouver DU égale NCV dt, plus rien. C'est ça qu'il faut retenir. Pour le gaz parfait, c'est relativement simple. C'est toujours le plus simple, le gaz parfait. Et DH égale NCP dt, puisqu'ils ne dépendent que de la température. Donc pour les solides aussi, U et H ne dépendent que de la température, mais leurs expressions sont plus compliquées. Alors, si je compare les deux, j'obtiens DH moins DU. Je regarde ici, ça fait N fois CP moins CV dt. Mais je sais ce que c'est que le lien entre H et U. Or, par définition, H c'est U plus PV. Donc le DH moins DU, c'est-à-dire la variation de la différence H moins U, c'est la variation de PV. Or, pour un gaz parfait, PV, c'est nRT. Donc, c'est la variation de nRT. nR, c'est une constante. Donc, c'est nR
fois dt. Alors je compare les deux expressions que j'ai obtenues. NR dt, N Cp moins Cv. C'est là que je me rends compte qu'il y a un lien tout simple pour un gaz parfait entre Cp et Cv. Donc, pour un gaz parfait, Cp moins Cv, c'est égal à NR. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Mayer. Donc, il est obtenu expérimentalement, ça a été compris après, de manière théorique. Relation de Mayer. À connaître. Oui? Juste R. Plus R, merci. Puisque là, c'est les capacités molaires. Donc il s'agit, à partir de maintenant, je vais tout le temps écrire des capacités molaires, donc des petits Cp, petits Cv, donc ça ne fait pas intervenir la quantité de matière. Voilà, alors maintenant on va voir comment on se sert de ces relations mathématiques pour des transformations classiques qu'on utilisera dans les machines thermiques ensuite. Alors il y a une catégorie de transformation qui arrive très souvent. Dès qu'on a une transformation qui est très rapide, eh bien, si vous voulez, la chaleur n'a pas le temps de sortir du système. Même si vous avez des parois métalliques, imaginez que vous pensez à un moteur de voiture. On reviendra là-dessus avec plus de détails après. Dans un moteur de voiture, je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur du temps que met un piston à écraser ou à repousser le gaz qui est à l'intérieur. Vous savez, dans les moteurs de voiture, moteurs essence par exemple, vous avez des explosions qui sont déclenchées par des étincelles. Ces explosions repoussent un piston. Le piston va descendre puis remonter. Vous avez un ordre de grandeur du temps que ça prend, la descente et la montée dans une voiture? Pardon? Moins une seconde. Alors, nettement moins d'une seconde, c'est de l'ordre du centième de seconde. Ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Donc la chaleur, pendant ce centième de seconde, on peut considérer que la chaleur n'a pas le temps de sortir du système ou d'entrer. Dans tous ces cas-là, qui arrivent assez souvent concrètement, on dit que la transformation est adiabatique. Ça, je vous ai déjà donné le mot. Donc on va étudier d'abord dans le cas des gaz parfaits, parce que c'est le plus simple, on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer. On va supposer que le gaz qu'on étudie, et c'est ce qu'on fera par exemple pour les moteurs, premier modèle, on considérera que le mélange air-essence qui va exploser, etc., se comporte comme un gaz parfait. Si ça va très très vite, la transformation est adiabatique. La chaleur n'a pas le temps de rentrer ou de sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? On va démontrer des relations générales, puis après, quand vous aurez tel ou tel problème pour une machine thermique, vous saurez quelle relation utiliser. Ça sera plutôt, tout ce qui est technique, ça sera plutôt au deuxième semestre. Donc là, si vous voulez, on fait un peu du solfège, on fera la musique après, mise en musique, les applications type ingénieur. Il faut savoir d'abord d'où sortent ces relations. Donc il faudra savoir redémontrer ce que je fais maintenant. Oui? Juste faire la relation Mayer, c'est des grands C aussi. Ici, c'est les petits c. Donc ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est que maintenant, j'écris toujours, moi, comme en chimie, comme ça vous n'avez pas 36 notations, à chaque fois que j'écris une capacité, j'écris la capacité molaire. Voilà, sauf mention explicite du contraire. Donc, paragraphe 6, transformation adiabatique du gaz parfait. Donc, je répète la définition, adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur qui rentre. Donc ça arrive soit si la transformation est très rapide, alors qu'est-ce que ça veut dire très rapide? Très rapide par rapport au temps que met la chaleur à rentrer ou à sortir. Ça, on ne saura le calculer, au moins en ordre de grandeur, que sur la fin du cours. Soit si on empêche vraiment la chaleur de sortir, c'est-à-dire si on a mis un isolant, soit si le système est thermiquement isolé. Le résultat qu'on obtient dépend en général, comme d'habitude, du type de transformation. Par exemple, est-ce que la transformation est réversible ou pas? Il y a quand même quelque chose qu'on peut dire d'emblée, sans préciser ça, c'est ce qui se passe pour l'énergie. Alors, ça sera le petit a, énergie interne, ou grand A.
Donc je parle d'un gaz parfait, ça veut dire que, comme vous savez depuis longtemps, dU égale NCV dt. Donc si on admet que la capacité calorifique est constante dans une certaine gamme de températures, ce qui sera souvent vérifié, donc il ne faut pas trop monter en température. Sinon, il faut essayer d'utiliser des expressions qui existent, qui sont tabulées pour l'évolution de CV. Dans une première approximation, l'évolution, elle est linéaire en fonction de la température. Si on admet, cas plus simple, que CV est constant dans la gamme de température utilisée, alors si je veux calculer des variations macroscopiques de température, d'énergie interne, je vais écrire que delta U, c'est l'intégrale des dU, c'est la somme des petites variations du de la fonction, c'est la somme de n CV dt. Et si je dis que NCV est constant, donc c'est NCV fois la variation de température, c'est-à-dire température finale moins température initiale. Si j'introduis les lettres I et F pour distinguer l'état initial et l'état final. Voilà, donc si je suis capable de calculer la température finale, la température initiale, ça y est, j'ai la variation d'énergie interne de ce gaz parfait. On peut l'exprimer autrement si on veut. Si on se rappelle de l'équation du gaz parfait, PV égale nRT, donc ça nous fait T égale PV sur nR. Donc bien sûr, ce n'est pas forcément indispensable, on peut écrire que c'est égal à NCV sur nR, facteur de, dans l'état final, PF, VF, moins la même chose dans l'état initial, PI, VI. Le CV sur R, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, ça peut être donné par l'énoncé, mais en pratique, ce que l'on mesure, donc ça c'est le côté, l'aspect expérimental, souvent ce qu'on mesure, c'est ni CP ni CV, mais le rapport des deux. Donc, expérimentalement, on dispose facilement de ce rapport qu'on appelle gamma, qu'on note gamma. Expérimentalement, on mesure facilement gamma, qui par définition est le rapport des deux, CP sur CV. Alors pourquoi on le mesure facilement? Il y a une expérience qu'on pourra faire en TP avec un réservoir qu'on comprime légèrement, qu'on redilate légèrement. Mais les méthodes aujourd'hui consistent à, pour mesurer gamma, consistent à mesurer la vitesse du son. Je le mets en remarque parce que ça relève plutôt du cours de deuxième année, je ne fais pas la démonstration du coup. La vitesse du son dans un gaz, c'est donné par cette expression. Ici, le M, c'est la masse molaire du gaz. Voilà, on démontrera ça en deuxième année. Ça fait intervenir le coefficient gamma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mesurer la vitesse du son. Aujourd'hui, on a un appareil bien précis pour mesurer ça. Et on en tire gamma, connaissant la masse molaire du gaz. Bref, on arrive à mesurer gamma. Mais on sait aussi que... Donc, voilà comment on sait qu'on mesure gamma. On sait aussi que CP moins CV, c'est la relation de Mayer que je viens de démontrer, c'est égal à R. Donc, on peut tout exprimer, on peut éliminer une des deux variables ici, on peut tout exprimer par exemple là-bas en fonction de gamma. Je le fais sur cet exemple-là. Si vous dites que CP c'est gamma CV, ça veut dire que gamma moins 1 CV est égal à R. Autrement dit, le rapport CV sur R qui intervient là-bas, c'est juste 1 sur gamma moins 1. Donc, je peux réécrire, par exemple, l'équation qui est là-bas. Je peux l'écrire. Variation d'énergie interne de ce gaz parfait au cours de la transformation adiabatique égale 1 sur gamma moins 1, facteur de PFVF moins PIVI. Voilà. Alors, pourquoi utiliser cette relation plutôt que celle-là? Ça dépend de ce dont on dispose. Puis ça dépend bien sûr en devoir de ce que l'exercice demande. Si on a mesuré les pressions et les volumes, ce qui est assez facile, et si on a mesuré gamma, ce qui est aussi bien connu, on arrive à savoir avec précision, on a l'élévation de l'énergie, la variation de l'énergie interne de ce gaz parfait.
Voilà pour l'énergie. Alors là, je n'ai pas précisé si la transformation était réversible ou pas. Hein, ça marche dans tous les cas. Maintenant, si je veux connaître l'évolution précise de la pression, si je veux relier pression et volume, par exemple, ensemble, pour une transformation adiabatique, il faut que je précise dans quelles conditions ça se fait. Est-ce que ça se fait de manière réversible ou pas? Le cas le plus simple, comme toujours, vous verrez, c'est le cas réversible. Alors, c'est paragraphe B. C'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Bon, je rappelle ce que j'ai écrit juste avant, qui reste toujours vrai, que ce soit réversible ou pas. du égale NCV/dt pour ce gaz parfait. D'autre part, si la transformation est adiabatique, delta Q est égal à 0, c'est sa définition. Si la transformation est réversible, je le mets en rappelant ça avec le petit indice REV, réversible. Dans ce cas, c'est l'expression de travail élémentaire reçue par le fluide, ce n'est pas moins P extérieur dV, c'est même moins P dV. Donc il me reste juste à appliquer le premier principe. du, c'est égal à delta Q plus delta W. J'ai le droit de l'écrire pour une transformation réversible, et puis c'est ce qui m'intéresse ici. Donc, je remplace, ça fait 0 moins PdV. Mais du, c'est NCV/dt. Donc, j'aboutis à l'équation NCV/dt égale moins PdV. Voilà, il faut que j'arrive à déduire de cette équation le lien entre la pression, le volume, et éventuellement la température pour cette transformation adiabatique réversible. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas de savoir que c'est un gaz parfait parce que PV égale RT, vous avez 3 variables, même pour un système fermé, vous avez encore 3 variables a priori indépendantes. Si vous changez qu'une variable, c'est-à-dire si on vous dit par exemple, vous comprimez d'un volume 2 litres à un volume 1 litre, il faut savoir, est-ce que vous avez maintenu la température constante? Ben non, ce n'est pas le cas ici. Est-ce que vous avez maintenu la pression constante? Ce n'est pas le cas non plus ici. Tout ce qu'on sait, c'est que le système n'a pas reçu de chaleur. Delta Q égale à 0. Il faut arriver à en déduire le lien entre P et V, ou entre P et T, ou entre V et T. Alors, pour aboutir à ça, donc, je vais quand même réécrire le fait qu'on a un gaz parfait. Il faut bien l'utiliser quelque part. Bon, et là, je vais employer une... on pourrait considérer ça comme une astuce mathématique. Pour simplifier les équations, il faudra y penser. Alors au départ, c'est une astuce, mais on va l'employer un certain nombre de fois, donc ça deviendra vraiment une méthode. Il faudra y penser. Dès que vous avez des produits comme ça et que vous voulez aboutir à des différentiels, il faut que ce soit un réflexe. Vous avez intérêt, avant de calculer des dérivés ou des différentiels, vous avez intérêt à prendre le logarithme de ce qui est à gauche et dire que c'est égal au logarithme de ce qui est à droite. J'y vais. ln de PV égale ln de NRT. Et maintenant seulement, je différencie la relation. Alors, expression que j'ai démontrée dans le polycopier et qui vient du fait que la dérivée de la fonction log, c'est, comme vous le savez tous, c'est 1 sur x. Et bien, j'ai montré, voir le polycopier, j'ai montré que si vous avez donc une fonction f, si vous différenciez, allez, j'y vais directement, si vous différenciez le logarithme de la fonction f, vous obtenez df sur f. Donc, voir démonstration et application numérique dans le polycopier. df sur f, c'est ça que je vais employer. Avant de faire ça, je vais simplifier un peu cette expression parce que vous connaissez la propriété du logarithme, on peut même définir le logarithme à partir de ça. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, ici, je vais écrire que ln de P plus ln de V égale ln de NR plus ln de T. Et c'est ça que je différencie précisément. Alors j'y vais, je différencie ln de P, ça fait dP sur P. Plus ln de V, dV sur V
égale la différentielle, je différencie ln de nr. C'est un système fermé, R c'est une constante. Tout ça c'est constant. Je différencie une constante, c'est comme en terminale, vous dérivez une fonction constante par rapport à n'importe quoi, ça fait 0. Donc, d de ln de R, ça fait 0. Et reste le dernier terme, plus dt sur t. Et bien voilà un lien équivalent à la relation du gaz parfait qui permet d'exprimer dt en fonction des autres variables. Par exemple, si je veux relier la pression et le volume entre eux, j'ai intérêt à éliminer la température. Voilà l'équation qui permet d'éliminer la température. Alors, je souligne les deux relations que je vais utiliser. Imaginons, je veux éliminer la température. Oui? Ouais, expliquez après le logarithme, s'il vous plaît. À partir de là? Comment passer du logarithme à logarithme? Alors ici, je différencie le membre de gauche. J'obtiens dp sur p. Là, j'obtiens dv sur v. Vous me dites quand ça bloque. Égal, de l'autre côté, si vous voulez que je l'exprime explicitement, d de nr sur nr plus dt sur t. Mais n et r sont des constantes. Donc d de nr, variation de nr, c'est 0. Voilà, d'où l'expression, d'où l'écriture 0 ici. Alors, je me sers de ces deux relations. Allez, je peux les noter 1 et 2. Si je veux, par exemple, avoir une relation juste entre P et V, j'ai intérêt à éliminer la température. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux, par exemple, essayer de faire apparaître dt sur t, que je sais exprimer avec cette relation numéro 2. Alors voilà, je le fais. Pour faire apparaître dt sur t, je vais dire que, par exemple, la pression, PV égale nRT, donc P égale nRT sur V. Donc la relation 1, je peux l'écrire comme ça. NCV dt égale moins nRT sur V dV. Ici, le terme dt sur t que je voulais faire apparaître, vous voyez comment je le fais apparaître. Je vais faire passer t ici et v là. Je le laisse ici. Donc ça nous fait, je vais même simplifier par n qui apparaît des deux côtés. Donc ça nous fait cv dt sur t est égal à moins, donc r dv sur v. Voilà. Oui. Équation 1. C'est ça. Alors, voilà, dt sur t, je l'ai fait apparaître dans l'expression, là, dans cette équation 2, à partir de la loi du gaz parfait. Donc j'y vais, je remplace. Quand j'aurai remplacé, je vois que j'aurai plus qu'une relation entre P et V. Donc j'y vais, ça nous fait CV fois dP sur P plus dV sur V est égal à moins R dV sur V. Ça, c'est la capacité calorifique molaire. Donc, ça nous fait, en regroupant tout du même côté, CV fois dP sur P plus CV plus R fois dV sur V est égal à 0. CV plus R, j'ai dit que, relation de Mayer, on est encore dans le cas du gaz parfait, ça s'appelle CP. Je vais maintenant tout diviser par CV. Si je divise par CV, il reste dP sur P plus le rapport CP sur CV. Allez, je l'écris. CP sur CV, facteur de dV sur V, est égal à 0. Or, le rapport CP sur CV, c'est aussi ce que j'ai appelé gamma. C'est ce qu'on mesure facilement. C'est pour ça que je le fais apparaître maintenant. J'ai donc, je réécris en gros, dP sur P plus gamma dV sur V est égal à 0. Si on admet que dans la gamme de température utilisée, Cp et Cv sont à peu près constants, gamma doit donc être considéré comme une constante. Eh bien, je vais juste réécrire cette relation autrement.
en reconnaissant que dp sur p, c'est la différentielle du logarithme de p. Soit d de ln de p plus gamma d de ln de v est égal à 0. Autrement dit, ça nous fait ceci. Gamma étant une constante, c'est pareil que la différentielle de gamma ln de v. Propriété des logarithmes, gamma ln de v, c'est pareil que ln de v puissance gamma. ln de v puissance gamma. Ça, c'est propriété des logs. Autrement dit, cette relation, elle s'écrit aussi d de ln de p plus d de ln de v puissance gamma est égal à 0. Je regroupe tout. d de ln de p plus ln de v puissance gamma est égal à 0. Et puis, dernière étape, d de somme de deux logarithmes, c'est le produit des arguments. d de ln de p v puissance gamma égale à 0. Bon, ben en fait, à partir de là, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut dire de PV puissance gamma? Ce que je viens de montrer, c'est que pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, eh bien, le produit PV puissance gamma, si j'en fais son logarithme et que je différencie, ça fait 0. Si je différencie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je calcule une petite variation de... Les variations de ln de PV puissance gamma sont toutes nulles. Ça veut dire que la fonction elle-même, PV puissance gamma, ne varie jamais. Donc je l'écris explicitement en deux étapes. Ça fait que ln de PV puissance gamma, c'est une constante, puisque ça ne varie jamais. Et si c'est une constante, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, c'est aussi constant. Donc, PV puissance gamma, c'est une constante. En voilà une relation qu'elle est jolie et qu'il faudra connaître. PV puissance gamma égale constante, c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Et il faut savoir que ceci n'est valable que s'il s'agit d'un gaz parfait, s'il s'agit d'une transformation adiabatique et réversible. Alors, je vous ai dit, les transformations réversibles, ça n'existe pas vraiment, mais c'est un cas limite vers lequel on tend, parfois, et qui permet de faire des calculs approchés. Hein, on s'en sert quand même assez souvent. Comment on représente ça graphiquement? Si je représente dans le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire P en fonction de V, j'essaye de comparer pour un gaz parfait une transformation isotherme et une transformation adiabatique. Alors déjà sans calcul, puis après on vérifiera que c'est cohérent avec ce que j'ai dit. Sans calcul, à votre avis, entre une compression adiabatique et une compression isotherme, pour un même changement de volume, quelle est la compression qui va chauffer le plus le gaz? Ou qui va faire monter, je vais le dire autrement, qui va faire monter le plus la pression? Oui, transformation adiabatique, pourquoi? Je l'ai entendu. C'est bien d'avoir l'intuition. Regardez, si je fais une transformation, si une compression isotherme, je comprime le gaz, il va avoir tendance à s'échauffer. Mais transformation isotherme, ça veut dire quoi? On a déjà calculé explicitement des valeurs dans un exemple. Ça veut dire qu'il va y avoir de la chaleur qui va pouvoir sortir vers l'extérieur. Et quand la chaleur sort vers l'extérieur, ça va contribuer à baisser la pression. Dans une compression adiabatique, j'interdis à la chaleur de sortir, soit parce que je vais trop vite, soit parce que j'ai placé un isolant. Donc la pression, elle va pas descendre. Autrement dit, elle va monter plus vite que dans le cas d'une transformation isotherme. Voilà, donc ça c'est pour une transformation adiabatique. Et pour une transformation isotherme, ça monte aussi, mais moins vite. Voilà, l'allure de ces compressions. Alors comment retrouver ça par le calcul? Preuve par le calcul. Eh bien, pour une transformation adiabatique,
je sais que je l'ai écrit ici, dP sur dV, c'est moins gamma P sur V. Voir cette équation-là. Pourquoi je calcule dP sur dV? Parce que je suis en train de faire une représentation graphique P fonction de V. Donc je veux savoir à quelle vitesse la pression monte en fonction de la diminution de volume. Maintenant, je veux comparer ça à ce qui se passe pour une isotherme. Alors, isotherme, tout à l'heure, pour le gaz parfait, j'ai montré ceci. Juste parce que c'était un gaz parfait. dP sur P plus dV sur V égale à dt sur T. Ça vient simplement du fait qu'il s'agit d'un gaz parfait. Si je veux l'équation d'une isotherme, isotherme ça veut dire dt égale à 0. Bah ça y est, j'ai le rapport dP sur dV. Donc, dP sur dV égale moins P sur V. Alors, il faut que je compare ces deux relations. Qu'est-ce qu'elles me donnent, ces relations? Elles donnent les pentes des tangentes au point de départ. Où est-ce que c'est le plus penché en valeur absolue? Ben, je veux montrer que pour une courbe adiabatique, c'est plus penché que pour une courbe isotherme. Comment je fais ça? Ben, je compare ici les expressions moins P sur V et moins gamma P sur V. Il suffit de se demander quelle est la valeur de gamma. Or, gamma, par définition, c'est Cp sur Cv. Et comme il s'agit d'un gaz parfait, c'est Cv plus R sur Cv. Donc, c'est forcément supérieur à 1. Donc, on vient de démontrer mathématiquement que effectivement la pente de la diabatique, qui est là, est supérieure à la pente de l'isotherme. Donc, la pente de l'adiabatique, de la courbe adiabatique en rouge, voilà, hop, cette fonction-là, est supérieure à la pente de l'isotherme que j'ai fait en jeu. J'y arrive pas. Voilà, celle-là est plus penchée, hop, je l'ai fait comme ça. Voilà ce qu'on retrouve. Bon, tout ça, bien sûr, il faut un certain temps pour le digérer, il faut le faire peu à peu. Vous reprenez le polycopier sur les différentiels au fur et à mesure, et puis je répondrai encore à des questions qui ne manqueront pas de se poser par la suite. Et puis à terme, vous aurez normalement la vidéo. Vous pouvez le repasser au ralenti. Voilà, je vous enverrai aussi pendant les vacances des exercices d'application. Là-dessus, entre autres. Allez, dernier paragraphe sur le premier principe. Premier principe en système ouvert. Un ingénieur, quand il applique le premier principe, en général, c'est en système ouvert. Le système ouvert qui va m'intéresser, comme pour la plupart des cas où un ingénieur fait de la thermo, vous avez un tuyau d'arrivée de quelque chose, d'un fluide, vous avez un tuyau de sortie. Le système ouvert, c'est tout ce qui va être à un instant donné dans ce que j'ai représenté là par le carré jaune. Système, comme S, ça sert aussi en thermo, on verra après pourquoi, j'évite la lettre S, j'écris sigma, c'est le S grec. Système ouvert. Vous savez qu'un système ouvert, c'est un système qui peut échanger de la matière avec l'extérieur. Alors d'où elle arrive la matière? Je vais mettre qu'une entrée pour simplifier, mais ça ne changerait strictement rien si on avait plusieurs. La matière, elle arrive là. J'ai une certaine quantité de matière qui rentre, petite quantité, dm entrée, qui rentre, et au même instant, j'ai une petite quantité dm sortie qui sort. Voilà. Je vais appeler grand M du système ouvert à l'instant T la masse de ce système ouvert, à l'instant où je l'observe. Ce à quoi je vais arriver maintenant, c'est une écriture
du premier principe pour le système ouvert. Pour l'instant, on a écrit le premier principe pour un système fermé. Alors, qu'est-ce que je vais dire déjà? Si je m'intéresse à la masse, tout bêtement, conservation de la matière, la masse du système ouvert à un instant t plus dt, c'est la masse du système ouvert juste avant, c'est-à-dire à l'instant t, moins ce qui est sorti, plus ce qui est rentré, bien sûr. Je peux l'écrire autrement. Je peux dire que la masse du système ouvert juste après, plus ce qui est sorti, c'est la masse du système ouvert juste avant, plus ce qui est rentré. Donc, il y a quelque chose, il y a une masse qui est conservée. Ça, c'est la masse qui est conservée. Alors, géométriquement, elle est où cette masse au cours du temps? Ben, elle est en train de bouger. Au départ, cette masse, je vais prendre une autre couleur peut-être. Au départ, la masse qui est là, où est-ce qu'elle est? Ben, tiens, je fais un petit schéma. Elle correspond à ce qui est en train de rentrer plus le système ouvert. Et la masse qui est là, ça représente à l'instant juste après, ça représente le système ouvert plus ce qui sort. C'est juste la conservation de la masse. Bon, je peux l'appeler masse du système fermé. Voilà. Donc le système fermé dont je parle, c'est ça. C'est le système qui bouge, qui était initialement là. Ça, c'est à l'instant t. Et ça, à l'instant t plus dt. C'est ce petit schéma et l'équation qui est au-dessus qui définit le système fermé en déplacement. Alors, j'applique le premier principe maintenant au système fermé comme je l'ai fait juste tout le temps avant. Le premier principe, c'était système fermé. Donc, on applique le premier principe à ce système fermé. Bon, ben on va dire que de manière générale, la variation d'énergie de ce système fermé, alors je l'écris E, pourquoi? Parce que ça peut, l'énergie c'est composé, je vous ai dit, de l'énergie interne microscopique, éventuellement d'énergie cinétique, plus éventuellement même d'énergie potentielle. Hein, bon, ce cas-là, on l'utilise rarement. C'est égal à ce qu'on a apporté comme énergie. Alors, ce qu'on apporte, c'est de la chaleur et du travail. Alors, ça, c'est pour le système fermé. Je mets un petit f comme système fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'essaie de calculer, c'est l'énergie du système fermé à l'instant t plus dt, moins l'énergie du système fermé à l'instant t, juste avant. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'énergie du système ouvert? Eh bien, à l'instant t plus dt, voilà où il est le système fermé. Donc, il s'agit de l'énergie du système ouvert à l'instant t plus dt, c'est la partie grand carré jaune, plus l'énergie qui est là. Donc, plus l'énergie de ce qui sort. Alors, l'énergie de ce qui sort, l'énergie qui est contenue dans cette partie-là. J'ai dit que c'était une masse que j'ai notée ms. Alors, l'énergie correspondante, je peux dire que c'est l'énergie massique de ce qui sort. Donc, j'emploie un petit e parce que grandeur intensive. Ça, c'est l'énergie massique multipliée par la masse qui sort. dm qui sort. Énergie massique de ce qui sort. Donc, l'énergie du système fermé à l'instant t plus dt, c'est l'énergie qui est dans le grand carré, j'ai déjà fait, c'est l'énergie du système ouvert, plus cette énergie-là, que je peux écrire comme ça. Donc, plus énergie massique de sortie, dms. Ça, c'est le premier terme. Je retire à ça l'énergie du système fermé à l'instant t, c'est-à-dire l'énergie de ce truc-là. C'est l'énergie du système ouvert à l'instant t, plus l'énergie qui est contenue là-dedans. C'est-à-dire
l'énergie massique de ce qui rentre multiplié par la masse qui est rentrée. Donc c'est égal à la variation d'énergie du système ouvert, que je vais noter DE, variation d'énergie du système ouvert, sigma 0, plus ES dms moins EE dme. Alors, maintenant, je vais m'occuper du membre de droite du premier principe. Le travail. À quoi il est égal? Alors, je refais le petit schéma, là, hop, j'aurais pas dû effacer tout en entier. Le travail reçu par le fluide dans ce système fermé. Alors, vous avez plusieurs possibilités. On peut peut-être, par exemple, et ça c'est le cas dans plein de machines qui intéressent les ingénieurs, on peut apporter du travail mécanique à l'intérieur du système ouvert. Le travail correspondant, on l'appelle travail utile. Donc le travail, je le décompose en travail utile, donc système mécanique, par exemple une turbine qui est plongée à l'intérieur du système ouvert. Donc travail utile. Et ce que je suis en train d'exprimer, je vous rappelle, ça concerne le système fermé. Donc le travail qui est reçu par le système fermé, c'est quoi? C'est le travail qui est reçu par exemple par le fluide à cause d'une turbine qu'on a plongée dans le système ouvert. C'est aussi le travail des forces de pression. Ici, il y a le fluide qui se déplace. Par exemple, l'entrée là, ça avance. Ici, le gaz qui est à gauche, le fluide qui est à gauche vient pousser sur le gaz à l'entrée. Donc il y a un travail des forces de pression correspondantes. Ce travail, il est moteur ou résistant ici? Il est moteur puisque le fluide avance dans le même sens que les forces de pression. Donc, le travail que reçoit cette quantité de fluide, c'est la pression du fluide entrant multipliée par la variation de volume ici. À cette masse dme correspond un petit volume dVE. De l'autre côté, même chose. La pression du fluide en sortie, c'est PS. Ici, le fluide, le travail du fluide extérieur, il est résistant ou moteur? Il est résistant parce qu'il empêche plutôt, le fluide extérieur, il empêche la sortie. Il contribue à renvoyer ce fluide vers l'intérieur. Et le fluide est en train de sortir. Travail résistant. Donc, le travail élémentaire, c'est moins PS dVS. Et puis, la quantité de chaleur, je la laisse telle quelle. Je regroupe tous les résultats. Avant de regrouper, je vais juste écrire que ces volumes de ce qui rentre, le petit volume de ce qui rentre, petit volume qui sort, je vais les écrire en fonction du volume massique. Les ingénieurs expriment toujours les grandeurs, ils prennent toujours des grandeurs massiques. C'est plus pratique pour écrire ces équations. Donc ici, je vais dire que c'est le volume massique multiplié par la masse qui rentre, parce que j'ai déjà utilisé. Ça, c'est le volume massique de sortie, alors avec un petit v, volume massique de sortie, multiplié par la masse qui sort. Je regroupe tous les résultats. Ce qui est en bas là-bas, je le recopie. La variation d'énergie du système ouvert, plus ES dms, moins EE dme. C'est égal à tout ça. C'est égal au travail utile, donc reçu de la part d'une turbine par exemple, plus la pression en entrée fois VE dme, moins la pression en sortie fois volume massique de sortie dms. Vous voyez qu'il y a des termes en dms, dme que je peux regrouper pour obtenir une expression plus symétrique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais tout passer à droite. La variation d'énergie du système ouvert entre T et T plus dt, c'est donc égal à travail utile plus chaleur reçue plus, alors les termes, tout ce qui est en entrée, j'ai l'énergie massique de l'entrée plus le terme PE-VE, dme est un facteur,
Et puis j'ai la même chose pour la sortie avec un signe moins. Énergie massique de sortie, plus pression de sortie, DMS. Énergie massique, c'est l'énergie d'un kilogramme. Tout ce qui est massique, c'est par unité de masse, c'est-à-dire pour 1 kg. Énergie volumique, c'est pour une unité de volume, c'est par mètre cube. Donc pour avoir l'énergie totale, je multiplie l'énergie massique par le nombre de kilogrammes. L'énergie de 3 kg, c'est 3 fois l'énergie d'1 kg. Oui. Dans l'expression que tu as écrite là, le donc, il manque pas Q. Dans l'énergie du fluide, il y a tout ça. Il y a l'énergie interne, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Tout ça, c'est dans le petit e. C'est déjà contenu dedans. Ici, justement, c'est la question qu'on vient de me poser. Est-ce qu'il n'y a pas un petit u dedans? Eh bien, dans l'énergie massique, il y a quoi? L'énergie massique, c'est constitué de, je l'ai écrit ici, de l'énergie interne. Énergie interne massique, c'est-à-dire par unité de masse, plus de l'énergie cinétique par unité de masse, plus éventuellement de l'énergie potentielle massique, c'est-à-dire par unité de masse. Donc tout ça, c'est pour l'entrée. Et j'ai la même chose pour la sortie. Alors dans ces termes-là, je vais juste les regrouper autrement. Cette somme-là, c'est quoi? Je l'écris ici, je m'arrêterai là. Donc, la variation d'énergie du système ouvert, c'est le travail reçu de la part d'une turbine, par exemple, dans le système ouvert, plus la chaleur reçue. Ça ressemble au premier principe qu'on a écrit en système fermé. Et puis après, plus, je vais regrouper l'énergie interne et le produit PE fois volume massique. Et à côté, je rajoute énergie cinétique massique en entrée, plus énergie potentielle massique en entrée. Je multiplie ça par la masse qui rentre et j'écris la même chose pour ce qui sort. Énergie massique de sortie, PS, VS, plus énergie cinétique de sortie, plus énergie potentielle de sortie, DMS. Voilà. Et bien ça, c'est U plus PV, ça s'appelle l'enthalpie, mais c'est une enthalpie massique. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je voulais éviter la lettre petit h. Ça c'est l'enthalpie massique de ce qui rentre. Et là, de la même façon, c'est l'enthalpie massique de ce qui sort. Bref, le premier principe en système ouvert, il s'écrit de manière quand même assez proche du premier principe en système fermé. La variation d'énergie, ce n'est pas juste le travail plus la chaleur reçue. C'est ce qui intéresse l'ingénieur, le travail utile, c'est-à-dire le travail reçu par le fluide de la part d'une turbine qu'on a plongée dedans, plus la chaleur, plus ces termes-là qui font intervenir l'enthalpie. C'est l'enthalpie plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle massique de ce qui rentre, moins l'énergie de ce qui sort. Alors oui, petit u, c'est l'énergie massique, c'est-à-dire par unité de masse, l'énergie interne d'1 kg de fluide qui rentre. Voilà, tout simplement. Le US, c'est l'énergie d'1 kg de fluide qui sort. Si j'ai 3 kg de fluide qui rentre, eh bien, ça apporte au système 3 fois l'énergie d'1 kg. Donc en fait, c'est assez, après ces calculs-là, l'interprétation, elle est assez naturelle. Si l'énergie varie, c'est parce qu'il y a de l'énergie qui rentre. Mais ça diminue aussi parce qu'il y a de l'énergie qui sort. Voilà.